Bonjour, bienvenue. Donc, dans cette capsule, j'aborde avec vous la deuxième partie de l'architecture de l'Antiquité. Donc, on va voir la Grèce antique et l'Empire romain. Contrairement aux deux premières périodes avec les Mésopotamiens et les Égyptiens, où les deux peuples ont vraiment eu des civilisations très en parallèle. Ici, ben, l'apogée de la Grèce antique se fait vraiment avant l'apogée de l'Empire romain. Et la chute de la Grèce coïncide avec la montée de l'Empire romain. Donc, on commence avec l'architecture grecque. Donc, l'architecture grecque a servi de modèle à pratiquement tous les domaines de l'activité humaine, la littérature, la philosophie, l'art, l'architecture, la démocratie également. Hein. C'est un peu le berceau de la civilisation occidentale. C'est un empire, bon, un empire, entre guillemets, là, c'est pas un empire comme l'Empire romain, mais c'est quand même un vaste territoire sur la Méditerranée avec différentes alliances qui vont s'affronter. Il y a quand même beaucoup de guerres pendant la période grecque. Il y a entre autres la Ligue de Délos, qui est une alliance de plusieurs cités grecques, dont Athènes, contre les Perses, qui ont été des envahisseurs à plusieurs périodes, et ensuite contre une autre ville grecque qui est Sparte, qui fait partie de la Ligue de Péloponnèse, et qui, eux, vont aller combattre la Ligue de Délos, qui vont aller combattre Athènes pendant une bonne trentaine d'années au moins. La grande différence entre les deux, la Grèce était une cité, la Grèce, pardon, Athènes était une cité démocratique, tandis que Sparte était une ville oligarque, c'est-à-dire que le pouvoir était donné à une petite partie de la société. On a différentes périodes chez les Grecs. On a l'époque mycénienne de moins 1500 à moins 800. À cette époque-là, on va avoir quand même beaucoup de mythologie et penser à la fameuse guerre de Troie avec le cheval de Troie, toutes les histoires d'Homère euh, dans l'Iliade, Ulysse, bon, tous ces héros de la mythologie grecque se retrouvent dans cette première période. Ensuite, on a l'époque archaïque, ensuite l'époque classique et l'époque hellénistique. Donc, dans la première époque archaïque, 800 à 500 avant Jésus-Christ, c'est la création de l'alphabet grec, c'est les Jeux olympiques, c'est le sanctuaire de Delphes que je vais vous montrer dans quelques minutes. À l'époque classique, c'est l'architecture de pierre, c'est le siècle de Périclès, c'est vraiment l'apogée de la culture classique, les grandes tragédies grecques, le théâtre d'Aristophane, la philosophie de Platon et le Parthénon. Tout ça, ça date de l'époque classique, moins 500, moins 350 avant Jésus-Christ. Et ensuite, on a l'époque hellénistique qui est marquée par Alexandre le Grand, euh, qui est marquée par aussi des liens avec la Macédoine, il y a Cléopâtre en Égypte à cette époque-là. Il y a donc une certaine tentative de fusion entre les cultures grecques et les cultures orientales. Ça va se terminer environ, ça va décliner vers 27 avant Jésus-Christ, en même temps, comme je vous disais, que l'apogée de l'Empire romain va prendre son envol. Donc, avant toutes ces époques, ces périodes, il y a la plus vieille civilisation grecque, la civilisation minoéenne, euh, qui est une thalassocratie. Thalas, mer, Kratos, pouvoir. Donc, on est en Crète. Knossos devient le centre du pouvoir à cette époque-là. Des palais fantastiques. Ici, c'est le palais de Knossos, quand même assez élaboré comme structure. Quantité de pièces, de halles, de cabinets, de corridors. Beaucoup d'ornementation, de la peinture, très luxuriant.
En fait, même un confort que les époques subséquentes de la Grèce ne retrouveront jamais. Euh, Ça a été, la civilisation minoenne a disparu avec les conquêtes de la civilisation mycéenne. C'est les Mycéens qui sont venus, qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le palais de Knossos et que ce début de la civilisation mycéenne a commencé en Grèce. Chez les Grecs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a chaque ville est un système semi-autonome, est une cité en soi. Donc la cité grecque, la polis, donc polis en grec, ça veut dire État. Donc c'est une cité-État, c'est toute une organisation sociale, économique, politique, religieuse et culturelle. Ensuite, le terme police va progressivement faire place à une définition qui définit le politique et les politai vont être les citoyens. Donc vraiment, les Grecs, chaque ville est un semblant d'État. Les Grecs entre eux, donc toutes les villes entre elles partagent euh, une certaine culture, partagent une religion. Il y a à peu près 300 cités en Grèce à cette époque-là, de la Grèce classique, de la Grèce antique, mais c'est des cités indépendantes, libres et autonomes. Les détenteurs de droits politiques, c'était les politai, donc les citoyens qui avaient entre autres droit de vote, droit de cité, et ça, c'était pas pour tout le monde. Donc une grande partie de la population grecque était exclue de ce droit politique. Donc, Athènes, avec des alliances avec d'autres villes, transforme la Ligue de Délos en un véritable empire qui va être dissous parce qu'il va y avoir une guerre, ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse, parce que la Ligue du Péloponnèse, qui était dirigée par la ville de Sparte, est allée se battre contre la ville d'Athènes et les autres villes qui faisaient partie de cette Ligue de Délos. On a le début de la démocratie en Grèce aussi, qui est le mot qui est formé de deux mots grecs, démos et kratos, qui signifie peuple et pouvoir. Donc tout ça se retrouve déjà dès les débuts là, de la cité grecque. Il y a également un développement de l'urbanisme assez poussé en Grèce. Il y a les origines du quadrillé urbain. On a vu un semblant de quadrillé chez les Mésopotamiens, mais là, ici, on a quelque chose de franchement très ordonné. C'est Hippodame, qui est réputé comme étant le père de l'urbanisme. Hippodame de Milet, parce qu'il est né à Milet. Donc, c'est un grec né à Milet. Il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, lui, il a introduit des règles d'alignement, d'organisation dans les villes. Avant, c'était un petit peu plus anarchique. Donc, c'est des rues rectilignes, très larges, qui vont se croiser à angle droit. La cité idéale respecte un quadrillage orthogonal, orienté selon les points cardinaux. Fait qu'on a encore des liens avec ce que les Égyptiens faisaient en orientant leurs pyramides selon les 4 cadrans, les 4 points cardinaux. Les Grecs font un peu la même chose. Il y a deux grands axes principaux, deux grands axes centraux qui vont séparer une ville en 4 cadrans. Et les cadrans eux-mêmes vont être séparés en fonction d'activités. Qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, par fonction de différentes classes sociales. Est-ce que c'est des artisans, des agriculteurs, des combattants? Ensuite, Alexandre le Grand, donc vraiment vers la fin là, de la Grèce, va propager ce plan-là, le plan hippodamien de Hippodame, justement. Et ça va avoir un succès considérable dans toute la Grèce. Ça va déborder aussi de ça. Les Romains vont reprendre ce système. Ils vont l'utiliser systématiquement dans la fondation de toutes leurs colonies. Et il y a des constantes qui reviennent dans une cité grecque. Il y a un agora. Il va y avoir probablement un théâtre. Il va y avoir possiblement aussi une acropole, dépendamment de où est située la ville. Alors l'agora, commençons par ça. Commençons par celui d'Athènes. Donc, l'agora d'Athènes, un agora en Grèce, c'est un
C'est un espace public central dans une ville. Donc, c'est une grande place à ciel ouvert, organisée au centre de la ville. Les Grecs vont s'y retrouver pour faire des exercices de lecture. L'alphabétisation, c'est la clé de la démocratie en Grèce, donc c'était très important pour les Grecs. C'est connexe à la zone de marché, donc acheter nourriture, différents biens, farine, les banques vont être là, les artisans, les tribunaux vont être là également. Donc on a les bâtiments publics, les bâtiments politiques qui vont se retrouver autour de l'espace public, de l'agora. On a le siège du conseil, on a des tribunaux, on a des gymnases, on a des palestres, on a le théâtre. Et vous voyez un petit peu sur cette image, il y a beaucoup de bâtiments avec des colonnades. Donc les Grecs ont repris les principes de colonnes qu'on a vus chez les Égyptiens. Et eux vont commencer à organiser ça selon 3 différents types de colonnes, ce qu'on appelle les ordres en architecture. Les Grecs en ont 3. Ils ont l'ordre dorique, je vous les présente dans un premier temps, après ça je vous les décris. L'ordre dorique, l'ordre ionique et l'ordre corinthien. Alors je reviens au premier. Chacun a des spécificités propres. Donc l'ordre dorique, c'est le premier. Chacun vient d'une région différente aussi de la Grèce. Et les 3 découlent de la colonne égyptienne. Donc, l'ordre dorique, ça provient de l'invasion des Doriens vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, la colonne dorique, elle est massive, elle est trapue, elle a à peu près pas d'ornementation. On dit qu'elle est un peu plus masculine que les 2 autres, de par ses proportions. Elle n'a pas de base. Si vous remarquez, dans l'image de gauche, la colonne repose directement sur les marches du podium. Autre chose, elle a une hauteur entre 4 et 8 fois son diamètre. Vous allez voir, on va brièvement l'aborder, on en reparlera dans d'autres cours, mais les Grecs utilisent énormément les proportions, fonctionnent beaucoup avec les proportions. Les colonnes doriques ont des cannelures, donc des lignes verticales, environ une vingtaine, tout autour de la colonne. Quand on passe à l'ordre ionique, 6e siècle avant Jésus-Christ, donc ça vient un peu après, maintenant la colonne possède une base, différents styles, mais une base néanmoins. Elle est un peu plus allongée, certains diront que c'est des proportions un peu plus féminines, elle a une hauteur de 9 fois son diamètre. Les cannelures, il y en a un petit peu plus, environ 24. Et le chapiteau, donc la partie supérieure, est couverte de 2 volutes latérales. Donc les espèces de spirales de part et d'autre de la colonne. Et ces colonnes-là, après ça, vont soutenir toute la structure pour faire la toiture. Et qu'on revient vraiment au principe dont je vous ai parlé dans le premier cours, première vidéo, le principe de base d'à peu près toutes les constructions classiques, 2 piliers avec une traverse horizontale, le triglyphe, l'idée du triglyphe pour créer des bâtiments, pour supporter des structures. 3e et dernier ordre, c'est l'ordre corinthien, un petit peu après, 5e siècle avant Jésus-Christ. On a là aussi une base. C'est la colonne qui est la plus allongée. Elle a une hauteur de 10 fois son diamètre. Elle a, elle aussi, des cannelures, mais des cannelures plus fines, parce qu'il y en a plus, entre 20 et 32. Et son chapiteau est décoré de feuilles d'acanthe. Donc, vous voyez un peu, là, c'est la fleur qui est ici. Et vous avez une image en couleur. Donc, c'est une représentation de cette fleur qu'on va retrouver au chapiteau. Donc, c'est des motifs floraux. Là, on revient un petit peu aux motifs des Égyptiens. Hein, fleurs de lotus, papyrus, ce genre de motifs. Et ça nous amène aux techniques matériaux que les Grecs emploient pour construire leurs temples. Donc, ils vont utiliser des colonnes.
et ils vont des entablements, donc ils vont avoir tout un système finalement de colonnes avec des poutres horizontales pour ensuite faire la structure de la toiture. Donc encore une fois, les proportions, les dimensions occupent une place très très importante. Tout est calculé, il n'y a rien qui est laissé au hasard chez les Grecs. Chez les Grecs, le temple, c'est la résidence des dieux. Alors, un temple va être construit en l'honneur d'un dieu grec. Donc, on a le temple d'Athènes, le temple d'Athéna à Athènes, et ainsi de suite. À différents endroits, on va avoir un temple pour le dieu de la guerre, pour le dieu de la fertilité, et ainsi de suite. Le temple sert de décor à une série de sculptures et de fresques qui vont raconter des épisodes mythologiques importants. Donc, vous allez voir que sur les fresques extérieures, on va faire plein de bas-reliefs chez les Grecs pour raconter des histoires, raconter une conquête, une guerre victorieuse ou un pan de notre mythologie. Et comme je vous disais, le temple est à l'honneur d'un dieu ou d'une déesse. Alors, vous le voyez en plan, la manière, c'est pas systématiquement comme ça, mais presque toujours comme ça, les temples grecs vont avoir une première série de colonnes sur tout le pourtour du temple, et à l'intérieur de tout ça, on a ce qu'on appelle la cella, qui est une pièce fermée, et à l'intérieur de cette pièce, on va retrouver la sculpture qui représente le dieu ou la déesse. Donc, je vous disais que, par exemple, à Athènes, on a un agora au centre de la ville et on a également un acropole. Acropole, quand on parle d'acropole, on parle d'une cité élevée. C'est ça que le terme veut dire. Acros et polis, cité surélevée. Donc, c'est le point le plus haut de la ville. C'est une citadelle, finalement, construite sur la partie la plus élevée et la mieux défendue. Et donc, ça sert aussi de point de défense. Ça sert de refuge ultime. Si on doit reculer devant l'ennemi, puis on doit se rabattre à quelque part, on s'en va dans l'acropole. L'acropole d'Athènes, elle est sur un plateau rocheux d'environ 150 mètres de haut. Dans l'acropole d'Athènes, un peu comme dans les complexes funéraires égyptiens, donc l'acropole d'Athènes, c'est un complexe de bâtiments. Ce n'est pas qu'un seul bâtiment. De toute façon, vous le voyez à l'écran. Il y a le fameux Parthénon, qui est un temple important de l'acropole d'Athènes, mais il y a plein d'autres bâtiments tout autour. Il y a le temple d'Athéna, il y a l'hôtel d'Athéna, il y a le sanctuaire d'Artémis. Il y a différents bâtiments en lien avec le religieux quand même, autour du Parthénon. Et donc, vous voyez ici un peu les différents bâtiments. Et vous voyez, le point numéro 3, c'est le Parthénon, mais il y a les autres dont je vous ai nommé, l'ancien temple d'Athéna, le sanctuaire d'Artémis, l'hôtel d'Athéna, différents temples et hôtels et sanctuaires. Le Parthénon est construit selon un modèle dorique, donc c'est le premier ordre chez les Grecs, celui qui est le plus simplifié. Donc, à l'origine, le Parthénon, c'était pas tout à fait un temple, c'était plutôt un trésor. C'était même un bâtiment dont la vocation était de mettre en sûreté le trésor de la Ligue de Délos, hein, dont Athènes était la cité principale. Le Parthénon va être endommagé avec les années, mais principalement à partir du 19e siècle. En 1867, la Grèce est sous le contrôle des Turcs. Les Turcs se battent contre les Vénitiens, donc se battent contre Venise. Il y a un obus vénitien qui fait exploser la poudrière turque qui était dans le Parthénon. Donc, ça n'a pas aidé du tout. Il y a également, depuis la pollution, Athènes est quand même une ville assez polluée. C'est une grosse métropole. Puis, même si le temple était plein de couleurs à l'origine, il n'y en a plus. Il n'y a plus de peinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a différentes fresques
ici qui vont raconter plein d'histoires. Ok? Il y a énormément de détails, il y a environ 92 différentes fresques qui vont raconter des batailles, plein de batailles différentes, mais sur le Parthénon lui-même, sur les quatre faces, au nord, c'est la bataille contre les Troyens, au sud, c'est la bataille contre les Centaures, à l'est, c'est les Grecs contre les dieux et les géants, et à l'ouest, c'est les Grecs contre les Amazones. Donc on peut se dire que au nord, la bataille contre les Troyens, c'est pas mal véridique, parce qu'il y a eu la guerre de Troie. Ben, en fait, véridique. C'est pas tout à fait clair, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité, mais clairement, contre les centaures, contre les géants et contre les Amazones, on est dans de la mythologie. Pas mal. À l'intérieur de la cella du Parthénon, on a la statue d'Athéna en or et en ivoire. Et ce qui est intéressant, et je reviens à la diapositive d'avant, bon, je vous disais les proportions. Quand on embarquera sur le projet d'analyse que vous allez devoir faire, vous allez devoir analyser un bâtiment, bien, vous allez devoir regarder un peu les proportions des façades, des différentes élévations, des plans du bâtiment que vous allez analyser. Et les Grecs étaient pas assez maîtres dans l'art d'organiser selon des proportions importantes, harmonieuses, leurs bâtiments. Donc ici, on a fort probablement un nombre d'art dans la façade, pour la façade principale du Parthénon. J'y reviendrai aussi à cette proportion particulière qui est le nombre d'art. Il y a aussi des jeux assez intéressants que les Grecs vont, des ruses, je dirais, que les Grecs vont employer pour nous donner l'illusion que tout est égal et harmonieux. Par exemple, les colonnes aux extrémités. Donc, si vous regardez la façade principale du Parthénon, eh bien, la colonne la plus à gauche, la colonne la plus à droite, elles sont un petit peu plus épaisses que les autres. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent à côté du vide. Alors, visuellement, si on les avait faites toutes égales, les deux dernières colonnes, à l'œil, on aurait eu cette impression humaine, on aurait pensé qu'elles étaient peut-être un petit peu trop minces. Donc, les Grecs jouent un petit peu avec les dimensions pour que, à nos yeux, à une certaine distance, ben, on a cette impression que tout est égal. Les colonnes ne sont pas exactement verticales, elles sont un tout petit peu inclinées. Même principe, pour que, à une certaine distance, avec l'effet de la perspective, on a l'impression que tout est droit. Tout est un petit peu courbé, tout est un petit peu réajusté, et justement, là, les différents éléments du temple sont légèrement travaillés pour nous donner cette illusion que tout est égal et que tout est parfait. Chez les Grecs, donc, on a un agora au centre de la ville, on a parfois une acropole pour se réfugier et on a aussi des théâtres. Les théâtres sont un peu particuliers chez les Grecs parce que les théâtres ne sont pas au cœur des cités, ne sont pas au cœur des villes. Les théâtres se retrouvent souvent à l'extérieur, à flanc de montagne. On a environ une centaine de théâtres grecs classiques du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est présent dans à peu près toute la Grèce continentale. Donc, on a en Italie du Sud, on a en Sicile, on a en Asie mineure, puis on a à peu près partout dans ce qui est la Grèce actuelle. Donc, les caractéristiques principales des théâtres grecs, c'est construit ou creusé à flanc de colline. C'est vraiment inséré dans un milieu naturel. L'orientation n'est pas prédéterminée parce que les Grecs regardent un peu où est le meilleur endroit pour positionner leur théâtre. Ils veulent avoir justement une colline, mais ils veulent également une vue. Je vous montrerai dans les prochaines diapos, vous allez comprendre. Donc, on se retrouve avec un espace central, l'orchestra, pour justement l'orchestre. On a également une scène qui est construite. Derrière, c'est le vide, derrière, c'est la nature. Et on a tous les gradins, la plupart du temps, en hémicycle. Okay? L'acoustique des théâtres grecs est reconnue, c'est vraiment exceptionnel. Il y a des concerts qui se donnent encore de nos jours dans les théâtres grecs qui ont survécu. On n'a pas besoin de méga système de son, on peut avoir un orchestre symphonique
qui joue et tout le monde assis dans le théâtre va bien entendre. Les Grecs ont beau avoir inventé, entre guillemets, la démocratie, tous ne sont pas égaux. Dans un théâtre grec, ben, les sièges les plus proches de l'orchestre sont attribués en fonction de la hiérarchie sociale et ils sont même plus beaux que les sièges qui sont plus loin. Donc l'orchestra au centre, c'est là qu'on va retrouver l'orchestre, qu'on va trouver le chœur si il y a de la danse, s'il y a des chants. La skéné, la scène, elle est généralement surélevée. Habituellement, elle est construite en bois, elle n'est pas en pierre. On peut loger des décors en dessous pour les pièces de théâtre. Les théâtres, c'est basé sur le culte de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du vin et de la fertilité. Des exemples de théâtre, on a ici le théâtre d'Épidore. Alors, vous voyez, regardez l'image en haut à droite, vous voyez vraiment le cercle central pour l'orchestre. Ensuite, on a les sièges. On pouvait avoir 6200 spectateurs dans ce théâtre, quand même. Et vous avez l'endroit derrière où se trouve la scène. Et dans le fond, derrière la scène, les Grecs ne construisent rien parce que le décor d'arrière-scène, finalement, c'est le paysage naturel. C'est la forêt, c'est les montagnes derrière. Ça fait partie de l'expérience du théâtre grec. Vous voyez, comme je vous disais, ici en bas à gauche, c'est peut-être pas super clair, mais on a des sièges un peu plus sculptés pour les hauts dignitaires, et plus on monte dans les gradins, mais plus les sièges sont ordinaires. Souvent, les théâtres vont faire partie d'un ensemble un peu plus grand qu'on appelle les sanctuaires. Ici, on a le sanctuaire de Delphes, qui est dédié au dieu Apollon. Donc, on a en bas à gauche complètement un théâtre à ciel ouvert, et on a d'autres bâtiments. Donc, les sanctuaires, c'est des complexes architecturaux qui sont à l'extérieur des cités. Les Jeux olympiques vont se faire dans les sanctuaires. Il y avait des Jeux olympiques chez les Grecs, il y avait des Jeux pythiques qui sont, mettons, en deuxième importance après les Jeux olympiques. Les Jeux pythiques, c'est des compétitions musicales, puis on va, après ça, y ajouter des compétitions d'athlétisme, des courses de chevaux également. Dans un sanctuaire, l'élément le plus important pour le culte, c'est l'autel, sur lequel on va procéder à des sacrifices parfois. Et dans le sanctuaire de Delphes, vous voyez un peu qu'il y a plein de murets tout autour, et il y a différentes portes pour accéder au sanctuaire. Et il y a une porte vers l'est, on l'appelle la voie sacrée, c'est une voie qui est bordée de monuments divers, offerts aux dieux, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'esplanade du temple. Donc il y a une vingtaine de bâtiments. La plupart, c'est des trésors, ça sert à présenter des offrandes faites aux dieux. C'est une procession pour se rendre jusqu'à l'autel. Puis jusqu'aux différents temples. Donc on a ici le temple, on a ce qui reste en fait du temple d'Apollon. Puis les temples, on essaie de trouver le meilleur endroit dans tout le sanctuaire pour établir le temple. Comme ça, il est bien en vue de tous ceux qui vont visiter le sanctuaire. Ici, le temple d'Apollon, qui est à Delphes, il est sur les flancs du mont Parnasse, c'est quand même assez haut, 2459 mètres d'altitude. Ça domine vraiment la Grèce centrale, donc c'est visible même de très loin. Et à Delphes, donc on l'avait vu sur les plans, dans tout le sanctuaire, il y a le temple et il y a un théâtre. Lui, il est vraiment magistralement inséré au site. Il n'y a même pas de scène qui était prévue tellement ce qu'il y a derrière était à couper le souffle. Vous regardez l'image qui est devant vous. C'est assez fantastique. Donc, ça faisait office d'arrière-scène et de vue. C'est situé juste au-dessus du temple d'Apollon. Il y a à peu près 5000 places dans ce théâtre. Et le centre, pour l'orchestre, avait quand même un diamètre de 18 mètres et demi.
Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Ce que vous voyez au centre des gradins, dans le bas complètement, c'est 18 mètres et demi. C'est quand même grand. Et je termine avec le stade de Delphes. Le stade, il y avait un stade, il y avait même un hippodrome pour des courses de chevaux. L'hippodrome, on n'a plus de traces de nos jours. Et il y a le gymnase. Donc tout ça, c'est des annexes au sanctuaire. C'est partie du complexe plus large qui est le sanctuaire de Delphes. C'est là qu'on avait les compétitions de gymnastique, de lutte ou de chant. C'est l'ancêtre de nos Jeux olympiques. Le stade, lui, pouvait accueillir 7000 personnes. Okay? Donc, si je résume un peu, chez les Grecs, on n'a pas un empire unifié comme on va le voir avec les Romains ou comme on l'avait avec les Égyptiens. Égyptiens, il y avait un pharaon pour toute l'Égypte. En Grèce, c'est différent. En Grèce, vraiment, chaque ville a son autonomie. Chaque ville est une cité en soi qui partage toute la culture grecque, la mythologie grecque avec les autres cités voisines. Parfois, les cités entraient en guerre. C'est ce qui est arrivé avec Sparte et avec Athènes. Ensuite, les Grecs, comme vous voyez, utilisent énormément la pierre. Très peu de briques crues ni cuites. On est vraiment avec de la pierre. Eux ont développé vraiment un concept de colonne avec 3 ordres très précis: dorique, ionique, corinthien. Ont développé donc l'agora qui est au centre de la ville, l'acropole qui est un peu plus haut, qui est un refuge en cas de nécessité. Et après ça, on a les sanctuaires qui sont à l'extérieur des villes, qui sont la plupart du temps à flanc de montagne, dans lesquels on va trouver la plupart du temps un théâtre, parfois un temple et un stade. Donc c'est tout un complexe de bâtiments que les Grecs vont utiliser, entre autres, pour les Jeux olympiques. Dernière section de l'Antiquité, la deuxième partie de l'Antiquité, le monde romain. Donc, le monde romain, on connaît quand même beaucoup de choses de l'Empire romain, entre autres parce qu'un architecte très important, Vitruvius, qui a vécu de moins 90 à moins 20, a écrit un livre, un classique, peut-être le classique des classiques des livres d'architecture, De Architectura, qui est un livre d'où nous viennent les connaissances des techniques de construction de l'Antiquité classique. Donc, lui a répertorié la façon dont on construisait à son époque à lui. Et ça l'a fait école, ça l'a influencé les architectes de la Renaissance, ça va influencer les architectes pendant des siècles et des siècles après, en fait. Pour vous donner une idée de la géographie de l'Empire romain, l'Empire romain va progresser dans les 5 siècles de son existence, mais va devenir en fait l'État le plus considérable que les hommes ont jamais bâti. On se retrouve à l'apogée de l'Empire romain avec entre 50 et 100 millions d'habitants. C'est le tiers de la population mondiale de l'époque. Si on s'en va un peu plus à l'est, on va éventuellement frapper la muraille de Chine. Donc, sur la carte que vous voyez devant vous, vous avez en rouge foncé, c'est les premiers territoires de l'Empire romain. Donc, bien entendu, ça part de Rome, ça englobe toute l'Italie, la Corse, la Sardaigne, le sud. Donc, ce que vous voyez un petit peu à gauche de Rome, Tarragone, Bétique, on est plus en Espagne, au Portugal. Et après ça, l'Empire romain va commencer à prendre son expansion. Pour englober, finalement, ça va aller au nord jusqu'en Grande-Bretagne, en Angleterre. La Bretagne, c'est les territoires de la Grande-Bretagne actuelle. Ça englobe la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Égypte, une portion de l'Afrique du Nord, la Mésopotamie. Bref, c'est immense. Vous voyez, les points verts sont les grandes villes de l'Empire. Les lignes vertes, c'est les principales voies romaines.
l'Empire romain s'est développé parce que c'est des gens très astucieux d'un point de vue technique. Je vais vous en parler. Ils ont trouvé plein de méthodes pour construire facilement et ils se sont construits, entre autres, un réseau routier hyper important pour pouvoir se déplacer et contrôler l'Empire. La ligne pointillée bleue que vous avez à peu près au milieu de la carte nous indique qu'à l'ouest, on y parle le latin et à l'est, les autres peuples parlent le grec. Chez les Romains, on parle d'assimilation avec tolérance. Donc, les Romains vont conquérir leurs ennemis, mais ils ne veulent pas les anéantir. En fait, c'est un système de provinces. Il y a des provinces sénatoriales, il y a des provinces impériales. Quand une province de l'Empire est impériale, ça veut dire que les gens qu'on a conquis sont plus ou moins heureux, ont plus ou moins accepté la conquête. Donc, l'Empire doit imposer un petit peu plus sa force. Quand c'est une province sénatoriale, ça s'est passé de façon plus harmonieuse, disons. Donc, les Romains vont prélever les impôts. C'est comme ça qu'ils vont se construire un empire, mais ils assurent la paix romaine, la loi, la sécurité, l'ordre et une certaine liberté dans les cités. C'est un principe d'échange, c'est pas un principe d'hégémonie. Les Romains vont faire participer les indigènes à leur gouvernement, donc les peuples conquis vont être nommés sénateurs, vont être nommés vice quelque chose, donc ils vont faire partie du gouvernement, ils vont pas être complètement tassés. Mais par contre, si on pense se rébeller, ça va mal fonctionner avec l'Empire romain. L'Empire romain ne tolère aucune rébellion. Ils vont le réprimer de façon assez terrifiante. Pour réussir, entre autres, à gérer un empire aussi vaste, les Romains ont des techniques de construction assez fantastiques. Les routes romaines, on en trouve encore de nos jours. Fait qu'on parle de 2500 ans plus tard. Des fois, ça fait mal de le dire quand on regarde les routes de l'Amérique du Nord qui ont de la misère à passer à travers 3-4 hivers, et on a des routes romaines qui ont survécu à des siècles, voire des millénaires. Mais bon, ils avaient des bonnes techniques de construction. Et c'était super important. Les grandes routes permettaient justement de gérer l'Empire et de déplacer les commerçants, de déplacer les troupes, les soldats. Donc les voies romaines, c'était, chez les Romains, une façon, c'était quasiment l'équivalent de prendre des murs de bâtiments et de les étaler vers le sol. Donc c'est posé sur la plaine et tout ça converge vers la capitale. Quand on dit tous les chemins mènent à Rome, mais dans l'Empire romain, tous les chemins partaient du centre de l'Empire, donc partaient de Rome, et s'en allaient dans les différentes provinces. Les Romains ont construit des temples, eux aussi, comme les Grecs, mais pas tout à fait comme les Grecs. J'explique un peu la différence. Chez les Grecs, le temple était à l'extérieur de la ville, souvent était sur l'acropole ou était dans le sanctuaire, était dans un espace naturel. Le temple chez les Grecs était ouvert sur ses 4 côtés, avec la cella qui était à l'intérieur. Chez les Romains, le temple est au cœur de la ville, avec 3 côtés fermés. Vous le voyez dans le plan en bas à gauche, et une face ouverte, une face avec des colonnades. Même que souvent, les colonnes des 3 autres murs ne sont pas de véritables colonnes, mais sont plutôt des colonnes décoratives, dans la mesure où elles ne servent pas de structure au bâtiment. Donc, on se retrouve avec une cella ici aussi, donc une pièce centrale, qui est précédée d'un portique. Le temple est élevé sur un podium avec un escalier en avant, un escalier frontal. Voyez comme exemple le temple d'Auguste en France.
C'est quand même assez tard là, dans l'époque romaine. On est déjà rendu pas loin de la naissance de Jésus. Donc, vous le voyez ici. Vraiment, on a trois côtés fermés, la façade principale qui est ouverte, tout ça surélevé sur un podium avec des marches principales à l'avant. Un autre exemple, la maison carrée à Nîmes, encore une fois en France. Et là, ici, vous voyez très bien les trois côtés avec les colonnes qui sont... donc, vous voyez très bien là, dans l'image en haut à droite. Vous voyez les colonnes qui sont sur les murs de pierre. Et ces colonnes-là sont esthétiques. Elles servent d'ornementation, mais elles ne sont pas structurales. Les colonnes structurales sont en façade, sont à l'avant. Les Romains ont l'équivalent de l'agora grecque. Ça s'appelle le forum chez les Romains. Mais c'est le même principe. C'est une place publique dans laquelle on va souvent retrouver un temple. Donc, vous avez des exemples ici de différents forums avec le temple pour chaque forum. Donc, un temple à une extrémité du forum. Dans l'Antiquité romaine, le forum, c'est la place du marché. C'est là que le peuple va se rassembler. C'est le centre de la vie politique, économique et religieuse de la cité. D'une certaine manière, c'est vraiment au départ une simple transcription de l'agora grecque. L'agora grecque avait les mêmes principes. C'était le centre commercial, le centre du gouvernement grec. Même principe ici avec le forum romain. Chez les Grecs, on a des théâtres à flanc de montagne. Chez les Romains, vraiment, les Romains, là, la ville est le cœur de l'Empire. Donc, ils fonctionnent vraiment vers l'intérieur. Alors, chez les Romains, on a des amphithéâtres. Un des meilleurs exemples, des exemples les plus connus, c'est le Colisée de Rome. Et voici une image de ce qui en reste. Donc, les amphithéâtres, chez les Romains, c'est au centre de la cité. C'est sur un terrain plat. Ça a une forme elliptique, c'est une ellipse. Chez les Grecs, c'est vraiment à l'extérieur de la ville. C'est sur le creuset à flanc de montagne. Ça n'a pas de façade extérieure. Et la toile de fond du théâtre grec, c'est la nature. Donc, les Romains vont changer la relation que les Grecs avaient développée avec la nature. Chez les Romains, cette relation-là, c'est plus envelopper la nature d'une coquille sacrée. C'est l'Empire lui-même qui enveloppe la nature, qui contrôle la nature, qui prend possession du territoire. Le Colisée de Rome, c'est un bâtiment vachement complexe. Il y a toute une série de couloirs souterrains, de passerelles pour aller d'un endroit à l'autre. Il y a des montes-charges, il y a des rampes mécaniques pour monter les acteurs au niveau de l'arène ou les gladiateurs quand il y avait des combats. Bref, il y a tout un système pour gérer le bâtiment. Le Colisée de Rome utilise différents ordres de colonnes. Par contre, encore une fois, ici, un peu comme les temples romains, les colonnes ne sont qu'ornementales. Elles ne sont pas structurales. Puis j'y arrive, mais vous le voyez un peu sur l'image de droite. On se retrouve avec des voûtes, des tunnels voûtés. Hein? On a des arches circulaires pour soutenir tous les gradins de l'amphithéâtre romain, du Colisée. Ça, c'est la structure. Les colonnes qu'on voit à l'extérieur, c'est décoratif, c'est ornemental. Alors, voici ce que les Romains ont fait comme type de colonne. Alors, regardons l'image de droite. Les trois colonnes centrales, dorique, ionique, corinthien, ça, c'est les trois colonnes qu'on a retrouvées chez les Grecs. Les Romains avaient déjà développé une colonne de type toscan avant même d'avoir
commencé leur empire et avant même d'avoir conquis les Grecs, ils avaient cette colonne toscane. Et ils se sont rajoutés une dernière colonne, la colonne composite. Dans le fond, c'est un espèce de mix de toutes les autres colonnes, mais de presque toutes les autres. On a une base qui nous vient de l'ordre ionique. Le fût de la colonne emprunte à la colonne dorique. Après ça, on a un chapiteau ionique et corinthien. Vous le voyez peut-être mieux dans l'image de gauche. Donc la dernière ici, la dernière en bas complètement à droite, c'est la colonne composite où on a les abaques, on a les fleurs du corinthien et on a les volutes de l'ionique. C'est un mix des deux. Ce qui m'amène un peu à la construction romaine. Alors, je vous dis que les colonnes chez les Romains, c'est plus décoratif que d'autres choses parce que les Romains ont trouvé une façon de coller leurs matériaux ensemble. Okay? Je m'explique. Chez les Grecs, toutes les grandes constructions, c'est obtenu par l'observation des lois de la pesanteur. Donc, les Grecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont déposer, un peu comme les Égyptiens, ils vont déposer des pièces une par-dessus l'autre, puis par les forces de gravité, par le positionnement des pièces, tout ça tient ensemble. Les Romains, c'est pas la même chose, parce que les Romains, en fait, ont découvert le béton. Donc, ils ont découvert un ingrédient fantastique qui leur permet de coller des pièces ensemble, de construire, de construire des arcs. C'est la différence fondamentale entre les deux peuples, entre les Grecs et les Romains. Si on avait à le résumer, le béton. Et dans les techniques de construction, c'est la différence fondamentale. Donc, les Romains composaient des maçonneries qui sont homogènes, avec des petits matériaux, des cailloux, des pierres réunis avec un mortier, avec du ciment. Et de là découle toute la grandeur de l'Empire romain. Ce qu'il y a de fantastique avec l'utilisation du béton, c'est que ça a plein d'avantages. C'est une manière assez expéditive de construire. Ça permet de construire dans n'importe quel pays. Donc, si on s'en va et on réussit à battre les Français ou battre les Espagnols, la seule chose qu'on a à trimballer avec nous, c'est notre poudre de ciment. Les autres ingrédients, pour faire du béton, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des grosses roches, des petites roches, de l'eau et du ciment. C'est nos 4 ingrédients de base. Alors, les Romains ont découvert le ciment. Les 3 autres sont facilement trouvables n'importe où. Donc, on peut employer les armées, on peut employer n'importe quel travailleur. C'est quelque chose de très durable. Donc, les grandes constructions romaines tiennent encore debout de nos jours. Elles sont faites en béton. Fait qu'on parle de plus de 2000 ans de structure qui tient debout. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, c'est durable, c'est assez économique, ça ne demande qu'une seule bonne direction. Donc, on peut avoir quelques personnes qui connaissent la construction et le reste, c'est des manœuvres. C'est des gens à qui on va dire d'exécuter des tâches. Ça évite le transport de matériaux. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on a à déplacer, c'est des sacs de ciment. Le reste des matériaux se trouve n'importe où. Les Romains n'utilisent plus vraiment la structure à colonnes et entablement que les Grecs utilisaient. Donc, le principe du triglyphe de base des différents peuples, c'est-à-dire 2 colonnes à la verticale avec une poutre à l'horizontale, c'est plus tout à fait la façon de faire chez les Romains. Chez les Romains, on découvre la voûte et on exploite la voûte. Donc, la voûte, finalement, c'est un arche qu'on va reproduire sur la longueur pour créer un tunnel, pour créer une voûte. Alors, les Romains, ce qu'ils faisaient entre autres, c'est qu'ils se faisaient une sous-structure de bois. Après ça, ils pouvaient installer de la brique. Ils pouvaient couler le béton sur leur brique. Et là, du coup, on enlève la structure temporaire en bois
et on a une structure permanente qui est un mix de briques et de béton. Sur l'image ici, bien, vous voyez que quand on a deux voûtes qui vont se croiser perpendiculairement, on va avoir des voûtes d'arête. C'est intéressant. Sinon, ben, ça nous fait une voûte en berceau. Ça fait à peu près l'équivalent d'un tunnel. Donc, vous voyez un petit peu ici les différentes étapes pour la construction de voûtes en berceau chez les Romains. Regardez les 6 images de droite numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on construit nos murs pour commencer. Ensuite, notre structure temporaire de bois sur laquelle on va commencer à installer notre voûte en briques, dans laquelle on va pouvoir couler du béton. On va même pouvoir se faire une toiture en pente en béton. Et on va pouvoir finalement enlever la structure temporaire de bois, puis on va avoir une structure permanente en maçonnerie et en béton. Chez les Romains, le ciment, c'est une découverte d'un sol volcanique du Puzzolane qui est près de Naples, plus de la chaux. Ils ont découvert un ciment qui est hydrofuge, en plus. C'est excellent, c'est à l'épreuve de l'eau. Puis après ça, comme agrégat, ben, ils vont utiliser à peu près ce qu'ils ont sous la main. De la pierre, de la brique, de la poterie, de la pierre ponce ou du tuf volcanique. Donc ça, c'est très, très, très léger. S'ils ont à faire des grands dômes ou des structures très surélevées, ils vont essayer de rendre plus léger l'ensemble du béton. Ce qui nous amène, en fait, bon, ici, regardez les murs. Alors, la façon dont les Romains vont se construire des murs, la plupart du temps, ils ne laissent pas le béton apparent. On va avoir de la brique sur les faces extérieures, et le béton et le mortier se retrouvent plus à l'intérieur, le moins visible possible. C'est vraiment la fameuse brique romaine qu'on va voir. Et donc là, ça m'amène au Panthéon de Rome, qui a été fait construire par l'empereur Adrien après Jésus-Christ. Le Panthéon, donc, ça a un diamètre de 43 mètres. C'est une demi-sphère, le dôme. C'est le dôme le plus vaste construit dans le monde jusqu'au 19e siècle, quand même. Fait que pendant à peu près 1800 ans, 1700 ans, ça a été le plus grand dôme au monde. C'est construit en béton, et le béton est entre deux murs de bâti permanents. Il y a de la brique à l'extérieur et il y a du marbre à l'intérieur. Il y a une lumière qui est égale, qui est diffuse, qui va pénétrer partout, puis cette lumière-là vient du trou en plein au centre, complètement en haut du dôme, donc de la demi-sphère. Il y a ce qu'on appelle un oculus, qui est un trou, carrément. C'est troué. S'il pleut, ça pleut à l'intérieur du bâtiment, mais ça laisse rentrer aussi la lumière. Le dôme est inspiré de l'intérêt des Grecs et des Égyptiens pour la géométrie. C'est introduit par Adrien, c'est Adrien qui fait construire le Panthéon, qui, lui, est familier avec les pratiques égyptiennes parce qu'il a vécu à Alexandrie, qui connaît un peu les principes des proportions chez les Égyptiens et chez les Grecs également. Donc, le dôme en haut est fait avec du tuf volcanique, donc avec l'agrégat le plus léger possible, justement pour alléger toute la structure. Parce que pour faire un dôme aussi grand, il fallait être assez ingénieux pour l'époque. Tout ça, c'est coulé directement dans une structure de bois en caisson. C'est tout fait en une seule et unique grande coulée pour assurer l'unité de la surface. C'est quand même ça aussi assez impressionnant. Vous avez des images de l'intérieur du Panthéon. Et ce qui est surtout très, très impressionnant avec toute cette histoire de béton, c'est qu'à la chute de l'Empire romain, la recette du ciment disparaît.
Donc, elle disparaît avec les Romains eux-mêmes, avec l'Empire. Et il va falloir attendre le 19e siècle pour retrouver cette recette-là. Donc, toutes les grandes phases d'architecture subséquentes n'ont jamais réussi à construire en béton comme les Romains. Ils ne savaient pas comment faire. Donc, c'est une avancée hyper importante. C'est ce qui a peut-être assis tout le pouvoir de l'Empire romain, puis ça a disparu avec l'Empire lui-même. Donc, l'Empire romain, c'était des conquêtes, c'était des routes pour se rendre à Rome, c'était du béton pour construire facilement et rapidement. Et les Romains étaient aussi des gens qui adoraient les bains publics, qui avaient tout un système d'aqueduc et qui avaient de l'eau courante dans leur maison. Alors, donc, la plupart du temps, les aqueducs, c'était des conduites souterraines. Mais quand on devait sortir du sol, quand on devait traverser une vallée, enjamber un cours d'eau, ben, les Romains construisaient des aqueducs et on en voit encore qui tiennent debout. Donc, toute cette grande structure que vous voyez, le pont qui est là, ben, c'était essentiellement pour amener de l'eau à la ville. Les Romains vont construire des arcs de triomphe. Parce que les Romains, c'est des conquérants. Alors, une fois qu'ils ont conquis un territoire, qu'ils ont gagné une guerre contre un peuple, ils vont se construire un arc pour montrer ce triomphe, justement, d'où le nom, l'arc de triomphe. Donc, l'arc de triomphe est souvent à l'entrée du forum. Le forum, c'est l'espace principal au centre de la cité chez les Romains. C'est là pour commémorer une victoire. Ça peut être une seule ouverture, ça peut être à 3 ouvertures, mais il faut que ça soit assez large, assez grand pour permettre le passage d'une procession. Ça sert à ça. Faut que l'armée puisse circuler, qu'on montre les butins, il faut avoir la foule en liesse autour, donc nos esclaves enchaînés, l'or et tout le butin qu'on va avoir récolté de la conquête de la victoire. C'est un peu à ça que ça sert. On va avoir plein de motifs, plein de décorations. Dans la diapositive que vous avez devant vous, mais vous voyez, entre autres, l'arc de Constantin à Rome et qui a été retravaillé par différents empereurs romains. Adrien, Marc Aurèle, Constantin. Donc, chacun ont ajouté certains éléments décoratifs. Encore une fois, puis vous le voyez assez bien ici, l'arc de triomphe que vous avez devant vous, les 2 arcs de triomphe, en fait, là, sont un peu différents. Ben, c'est des voûtes. Donc, c'est de la structure de béton. Et toutes les colonnes qui sont sur ces arcs sont ornementales. Elles ne servent pas elles ne sont pas structurelles. Une petite diapo ou deux sur les bains et sur l'utilisation de l'eau chez les Romains. Donc, comme je vous disais, c'est super important chez les Romains, les bains publics. C'est important aussi dans leur maison. Il y a de l'eau qui coule au robinet des maisons. Il y a de l'eau pour les bains. On a même trouvé des systèmes pour chauffer nos bassins. Vous avez un exemple ici avec les thermes du forum à Pompéi. Et là, vous avez une section en bleu, c'est pour les hommes, en vert, c'est pour les femmes. Il y a des bains froids, des bains tièdes, des bains chauds. Donc, l'équivalent de nos spas, si vous voulez. C'est pas les seuls peuples à accorder une importance comme ça aux bains. Les Japonais aussi, certains peuples asiatiques, mais les Japonais, entre autres, vont avoir des spas naturels positionnés à des endroits stratégiques où tout le monde peut aller, puis ça fait partie de la culture. Autre exemple ici, les thermes de Caracalla. C'était un bâtiment immense, il en reste plutôt des ruines maintenant, mais un immense bâtiment avec plein de différents bains à l'intérieur. Quelques diapos maintenant sur l'architecture résidentielle chez les Romains. Les Romains, dans leur ville, vont organiser le drainage complet des villes.
Puis qui ont des systèmes d'aqueduc, qui ont des systèmes d'égouts. Je vous rappelle, l'urbanisme chez les Romains s'est emprunté de ce qu'on a vu chez les Grecs, le plan orthogonal, le plan cartésien. Ce qui est intéressant, pourquoi on a autant d'informations, je vous rappelle l'éruption du Vésuve qui a complètement englouti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Ça nous a donné plein d'informations sur comment les villes romaines étaient organisées à cette époque, comment ça fonctionnait. Donc, principalement, on avait du commerce au rez-de-chaussée, dans le cœur de la ville. On avait des logements aux étages supérieurs. Et sinon, quand on a des plus grandes villas, donc on s'entend, là, c'est pour des gens quand même assez aisés dans la hiérarchie romaine, mais les villas romaines pouvaient ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez les colonnes, la série de colonnades à gauche complètement, ça c'est l'entrée principale. On arrive directement dans un atrium, donc un espace intérieur, ouvert mais intérieur, avec un bassin d'eau. Encore une fois, si on veut prendre des bains, on a même une cour à l'arrière, mais encore une fois, une cour intérieure. Je fais des parallèles encore avec l'architecture japonaise parce que ça ressemble aussi à ça. Les Japonais ont souvent cette tendance à se fermer, à se construire vers l'intérieur un système, avec un jardin zen, un jardin de pierre, quelque chose, mais à l'intérieur. Les Romains faisaient un peu la même chose à leur époque. Pour terminer, je vous montre la basilique romaine. Pourquoi on termine avec ça? On va terminer avec la basilique romaine et avec Sainte-Sophie parce que ça fait un peu le parallèle. À la chute de l'Empire romain commence ce qu'on appelle le Moyen Âge. Je vous rappelle qu'il est appelé en anglais le Dark Ages. C'est un millénaire. Bon, est-ce que c'est vraiment un âge sombre? Pas nécessairement. Il y a plein de belles choses pendant le Moyen Âge, mais une des choses fondamentales, c'est que avec le Moyen Âge débute le christianisme. Jusqu'à présent, là, il n'y en a pas de religion chrétienne. Il y a la religion chez les Égyptiens, c'est le dieu du soleil, c'est le dieu du vent, c'est leur mythologie, c'est des humains avec des têtes d'animaux, d'oiseaux la plupart du temps. Chez les Grecs et chez les Romains, c'est toute la mythologie, c'est les Grecs, c'est Zeus et sa descendance finalement. Les Romains ont un peu tout repiqué aux Grecs, mais ont juste changé les noms essentiellement. Mais il va y avoir une coupure. Puis à la chute, pas exactement là, à la chute de l'Empire romain, mais suite à la chute de l'Empire romain, mais il va y avoir la montée du christianisme en Occident. Et la basilique romaine va être reprise par les chrétiens. Donc, la basilique romaine, à la base, ce n'est pas une église. Même si ça s'appelle une basilique, ce n'est pas religieux du tout. À la base, c'est un bâtiment qui est utilisé, c'est un édifice public qui est utilisé pour des réunions, pour des procès ou d'autres activités officielles. Donc, c'est vraiment le siège du tribunal civil. Il y a des boutiques parfois, bureau du gouvernement, il y a des fois des activités bancaires. Puis, on les retrouve plutôt vers la fin de la période de l'Empire romain, la basilique romaine. On va en avoir un peu... on va en avoir autour des forums, mais elle va se transformer progressivement. Et c'est le bâtiment qui, architecturalement, va nous faire passer de l'Empire romain d'Occident, donc celui qui a conquis là, tout le bassin de la Méditerranée, à l'Empire oriental de Byzance. Et là, avec Byzance, avec cet empire oriental, c'est la montée du christianisme. Puis le christianisme qui va devenir la principale source d'inspiration architecturale pendant les 10 siècles qui vont suivre. Un exemple de... Là, pas de basilique par contre. Là, je vous montre celle-là sur les basiliques. Après ça, je passe à l'exemple d'une cathédrale. Alors, on a un exemple ici de basilique. Puis dans le fond, ce que les chrétiens vont faire, c'est qu'ils vont reprendre ces bâtiments, puis ils vont y rajouter un autel. On va commencer à l'utiliser pour un culte religieux. Avant ça, c'était vraiment, comme je vous disais, là,
des bâtiments publics, bancaires, banques, tribunaux, commerces. Et je termine l'Empire romain avec Sainte-Sophie. Sainte-Sophie a été construite en 537 après Jésus-Christ. Pardon, c'est l'empereur Justicien Ier qui fait construire la cathédrale. Donc, je vous rappelle, on a parlé de la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Alors, on est déjà un petit peu après, et qu'on est un peu là, dans cette transition. Parce que la chute de l'Empire romain, c'est pas l'année même de 476, mais après ça, il n'existe plus rien. Donc, c'est une certaine déchéance pendant quelques années. L'empereur Justicien n'est plus pas un grand empereur en tant que tel, lui non plus, de toute façon. Fait qu'on est déjà après un peu la chute. Il va faire construire cette cathédrale qui a des influences orientales. On est quand même à Constantinople, ce qui est maintenant Istanbul. C'est la plus grande cathédrale du monde pendant 1000 ans. Sainte-Sophie n'est pas exactement comme vous la voyez à l'écran au départ. Donc en 537, il n'y a pas les 4 tours que vous voyez aux 4 extrémités. En fait, ce n'est pas des tours, c'est des miranais. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que Sainte-Sophie va devenir une mosquée en 1453. Avec la chute de Constantinople, l'Empire ottoman qui vient et qui gagne la guerre, donc Constantinople qui tombe, et les musulmans qui prennent possession de la ville, les musulmans, comme n'importe quel peuple, les chrétiens vont faire la même chose, ils vont gagner une guerre, ils vont détruire, ils vont reconstruire. Les musulmans faisaient la même chose, à peu près tous les peuples faisaient ça, sauf pour Sainte-Sophie. Les musulmans ont tellement été impressionnés par la construction de cette cathédrale qu'ils n'ont pas démoli Sainte-Sophie. Ils ont construit les miranais aux 4 coins pour les 5 appels de prière. Ils ont progressivement plâtré toutes les images représentant Jésus, Marie, Dieu. Ont remplacé ça par des images d'Allah, de Mahomet et des premiers califes. Donc, sur des panneaux circulaires à l'intérieur, c'est ce qu'on voit maintenant à Sainte-Sophie. Donc, Sainte-Sophie devient un lieu de culte musulman à partir du 15e siècle, 1453, jusqu'en 1935. En 1935, l'ancienne organisation, qui est maintenant l'ONU, qui avait un autre nom, et d'autres groupements, on fait des pressions, ou du moins on fait en sorte que Sainte-Sophie devient un musée. Et Sainte-Sophie est restée un musée de 1935 jusqu'en 2020. En 2020, c'est redevenu une mosquée. Ça a été décidé par le président turc de l'époque, le président Erdogan. Ça a fait une tollée dans la communauté internationale parce que Sainte-Sophie est reconnue comme un bâtiment exceptionnel, héritage patrimonial de l'UNESCO. Ben bon, là pour l'instant, c'est redevenu musée. On verra par la suite si ça redevient... c'est redevenu une mosquée. On verra si ça retrouve son titre de musée. Mais voilà, je termine ici l'Antiquité et on va voir dans le prochain vidéo où on va embarquer dans le Moyen Âge et les époques subséquentes.